Moonless est l'un des personnages les plus importants de Fear and Hunger, il s'agit du chien-loup de la lune. Vous pouvez le capturer très facilement dans les cavernes. Deux façons d'accéder aux cavernes, soit en sortant de la mine comme là, soit en prenant l'ascenseur qui se trouve dans l'espèce de chemin de sang. Et en prenant l'ascenseur, vous pouvez descendre, il suffit de traverser le pont et au bout du pont, Moonless viendra toujours vous accoster. Pour qu'il rejoigne votre équipe, rien de plus simple, on fait talk, offer, et il suffit de lui offrir 2 rotten meat et tout d'un coup, il se joint à la partie. Super cool, il a des gros stats, il tape très fort. Il peut vraiment permettre de faciliter l'accès à la fin du jeu. Il y a plein de quêtes qui sont très intéressantes liées à lui. C'est un personnage qui prend encore de l'ampleur dans Fear and Hunger 2 Termina. Donc personnage très important et très sympa vraiment dans la saga Fear and Hunger. Gros big up à Frappolo94 à qui je pique le gameplay. Très important, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à lui donner de la force. Dommage que les contenus sont en anglais, sinon il faut vous abonner à cette chaîne pour profiter de contenus en français sur le lore de Fear and Hunger. Petite subtilité en plus sur Moonless, de temps en temps il va marquer son territoire à certains endroits bien précis du jeu, donc ils sont disponibles sur la vidéo de Frappolo94, j'ai pas osé lui piquer. Donc c'est vraiment assez important. Voilà, on va voir un exemple ici où Moonless marque son territoire. Lui, je vois qu'il a rajouté un objet aussi qui a l'air d'être en lien avec le chien, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. C'était encore un des secrets de Fear and Hunger, comment avoir Moonless dans son équipe. Le tuto était là. Il y a le tuto comment avoir Enki, comment avoir la petite fille en moins d'une minute. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Fear and Hunger est un jeu dans lequel vous n'aurez généralement jamais besoin de remettre en question le danger que représentent réellement vos ennemis. S'ils semblent menaçants et déterminés à vous matraquer, généralement, c'est une règle de base, évitez-les, ça va vous sauver la vie, à plusieurs reprises. Et pourtant, si vous adoptez exclusivement cette approche, vous courez le risque de ne plus jamais pouvoir débloquer l'accès au compagnon le plus inhabituel que vous trouverez dans le jeu. Je parle bien sûr de Moonless, un loup muté que votre personnage considère automatiquement comme Moonless, sans lune, bien qu'il ne soit pas le plus fort, compagnon que vous pouvez recruter dans les jeux. C'est une créature à la base qui vous attaque. En fait, initialement, Moonless a tendance à gagner le cœur des joueurs dans la mesure où ils recommenceront les parties au cas où elle mourrait, ce qui, dans Fear and Hunger, signifie souvent perdre une quantité importante de la progression étant donné que le jeu vous interdit de sauvegarder régulièrement. Mais si vous enquêtez sur les circonstances de la création de Moonless, vous découvrirez qu'elle est bien plus qu'une anomalie apparente pour toutes les tendances dont nous avons déjà été témoins. L'affichage du donjon fournit un aperçu crucial dans la façon dont les donjons se transforment. Les processus fonctionnent réellement. Moonless est un personnage que vous pouvez rencontrer après être descendu dans les cavernes et après avoir tenté de traverser le pont. Alors elle tentera d'abord de combattre le joueur, mais si vous lui donnez 2 morceaux de viande pourrie, elle cessera complètement de se battre et suivra loyalement le joueur, de plus en plus profondément dans le donjon. Et j'adore cela, car ça fait référence à une technique que vous pouvez utiliser avec les chiens à mâchoires dentelées. Les mâchoires dentelées, malgré leur apparence de chien, sont la chose la plus éloignée des chiens ordinaires que vous pouvez rencontrer, attaquant vicieusement le joueur. Et même en ayant la possibilité de simuler leur mort ou en parlant comme des chiens ordinaires, ça n'a aucun effet, et même si vous offrez à une mâchoire déchiquetée de la viande pourrie, quelque chose que vous feriez dans l'espoir qu'ils acceptent et sautent à leur tour, eh ben, vous découvrirez qu'ils vous rejetteront encore. Si vous employez la même technique avec Moonless, vous le feriez probablement dans l'espoir de pouvoir faire un petit peu mieux, de pouvoir rassembler vos facultés. Pendant qu'elle est distraite, Sans Lune n'acceptera pas seulement votre offre d'une chose, le chien vous suivra en tant que fidèle compagnon, d'une manière beaucoup plus canine que n'importe quelle soi-disant bête domestique dans le jeu. Ce ne sont pas les seules qualités canines qu'a Sans Lune. Bien sûr, Moonless peut être commandée pour tuer certains ennemis sur place. Lors de ses attaques, elle fera preuve d'une protection naturelle envers la fille et la gardera au cas où elle aurait été transportée dans le vide. Même dans le cas où vous seriez carrément cruel envers elle et lui cirez une patte, elle vous suivrait toujours fidèlement. Par exemple, c'est le genre de pardon que nous attendrions à voir affiché dans une bête des cavernes mutées. Donc c'est pas exactement, pardon, le genre de pardon que nous attendrions à voir affiché dans une bête des cavernes mutée. Elle n'est même pas un personnage qui peut être nivelé par le nombre d'ennemis qu'elle attaque, de la manière dont on pourrait s'attendre qu'un animal sauvage puisse s'améliorer, mais plutôt par sa longueur, du temps qu'elle est gardée en vie à vos côtés. Et à chaque fois qu'elle marque son territoire, ce qui indique qu'elle a progressé, on reçoit une explication provisoire concernant l'état général de Moonless, comme étant celle des nouveaux dieux eux-mêmes, qui la décrivent comme étant un loup solitaire des cavernes, qui était, une fois chassé de sa meute en raison de sa force supérieure, tout en faisant également la remarque
que sa façon de changer la nature des loups. Bien qu'il s'agisse d'une brève évaluation, on peut discerner pas mal de choses, étant donné que le Moonless a été décrit comme ayant une force supérieure par rapport au reste de sa meute. Il est fort probable que la matriarche de la meute de Moonless ou les meutes de louves reproductrices soient structurées en fonction d'unités familiales généralement dirigées par un couple accouplé et leur progéniture, ce qui rend naturellement que les parents le fassent. Trump, leur enfant en termes de force et d'expérience. Ainsi, non seulement Moonless a probablement été rejetée et chassée par ses propres enfants, mais elle a également été bannie en raison d'un trait qu'ils auraient dû valoriser de manière réaliste. Une matriarche forte, très belle phrase, a produit une progéniture forte et aurait été mieux en mesure d'assurer la survie de ses enfants, qui est non seulement rejetée, donc Moonless est rejetée en raison d'un trait qui aurait dû garantir sa préservation, mais elle est transfigurée en une créature qui n'a aucune possibilité de pouvoir s'intégrer réellement de manière réelle à la meute. Mais la fourrure autour de son cou est naturellement épaissie, ressemblant davantage à un homme lion, tandis que la fourrure sur le reste de son corps est raccourcie et affinée. Ses dents dépassent de la bouche à la manière d'un requin, tandis que ses yeux se sont doublés en 2 paires, ce qui rend extrêmement improbable qu'un autre loup le soit, capable de la reconnaître comme un membre de la même espèce. Bien que certains animaux acceptent d'autres animaux présentant des mutations ou des difformités, comme les orques, il est peu probable que Moonless soit en mesure de trouver un partenaire capable de la reconnaître comme un loup, et préfère sa compagnie à celle d'un loup d'apparence ordinaire, condamnant une créature si profondément sociale qu'elle dépend de ses liens sociaux pour survivre jusqu'à un isolement permanent. Qu'est-ce que cela suggère sur la nature de la transformation dans les donjons où, selon le dieu des profondeurs, il existe de nombreuses créatures que vous pouvez rencontrer qui étaient clairement autrefois humains. Certains ont même mis la main sur des documents avant sa transformation, mais il est difficile de savoir s'il existe ou non une raison perceptible pour laquelle les créatures vivantes prennent les formes qu'elles prennent. Cependant, après avoir inspecté près d'une poignée d'ennemis à la recherche de points communs, j'aimerais vous proposer une théorie selon laquelle les donjons se corrompent par le désir. Prenons le Crower par exemple, ou le double Cromauler. C'était autrefois un homme nommé Capitaine Ramir, quelqu'un décrit comme étant un noble commandant bienveillant qui cherchait à apporter la justice et la paix selon ses journaux. Le capitaine Ramir aspirait à purger les donjons des ténèbres qui y résidaient, uniquement pour y succomber, mais aussi se transformer en monstre même qu'il cherchait probablement à détruire. Un monstre si vicieux, implacable dans ses attaques, il empêcherait toute autre âme ambitieuse de tenter d'obtenir le même résultat. Il y a aussi les embardés nocturnes qui se révèlent être des personnes qui utilisent leur désir pour blesser les femmes, et qui ont donc été privés des 2 sens qui leur permettraient de le faire efficacement, leur vue et leur sens du toucher non seulement complètement aveugles, mais leur corps est couvert d'épines acérées, ce qui, on va se l'avouer, ne doit pas être très romantique. Les conceptions de ces créatures semblent être fortement basées sur la corruption des désirs de leur forme originale, hébergés en eux, les deux étant transformés en personnages qui ont rendu la réalisation de ces désirs impossibles, Moonless ne faisant notamment pas exception. Malgré l'obscurité de ces circonstances, il convient de noter que Moonless parvient à obtenir une fin quelque peu heureuse dans le cas où vous la jouez en tant que Ragna. Malgré son désir de purger les donjons des ténèbres, Ragna ne perçoit clairement pas Moonless comme l'un des monstres qu'il cherche à vaincre, ce qui implique fortement qu'il la ramène avec lui pour faire partie de sa famille. Bien que le jeu le fasse, je ne confirme pas directement que Moonless sera vivant et attaquera votre groupe, mais pourra être arrêté d'ici août, donc grâce à Août, un homme considéré comme un descendant de Ragna en raison de son habileté au tir à l'arc et de sa capacité unique de tir à la tête, de son désir similaire de vaincre le monde des monstres qui y réside. Auguste la décrit affectueusement comme une vieille amie de la famille et est catégorique sur le fait qu'elle ne voulait aucun mal en attaquant le joueur. Ce qui implique que pendant des générations, Moonless a été un fidèle compagnon de Ragna et de ses proches, trouvant la compagnie dont elle avait envie même après avoir été poussée dans une forme destinée à l'aliéner. Merci à tous d'avoir plongé avec moi dans les donjons. Si vous avez apprécié, assurez-vous de commenter, de vous abonner et de mettre bien sûr un petit pouce bleu. J'hésiterai pas si jamais à faire un petit Patreon parce que comme j'en parlais un petit peu la dernière fois, forcément c'est beaucoup de travail et à un moment j'ai besoin de sous pour manger. Donc va bien falloir manger, je ferai peut-être un petit Patreon, si jamais vous seriez prêt à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me motivera à le créer tout simplement, enfin j'ai même pas besoin de ça pour être motivé à le créer, mais surtout que j'ai pas envie de le créer, de rester à 0, donc si vous seriez prêt, moi je peux continuer à faire au moins une vidéo par jour sur Fear and Hunger pendant un bout de temps, mais
Voilà. En tout cas, vous avez la bouteille à la mer est lancée. Un petit commentaire si jamais. J'ai reçu un commentaire aussi concernant la traduction française. Donc merci à eux d'avoir laissé un commentaire et de regarder les vidéos. Donc il y a une traduction française là qui est en préparation, qui est beaucoup mieux apparemment que la première. Il y aura un short qui va leur être dédié et je ferai peut-être même une vidéo justement où je vous parlerai de pourquoi je me suis lancé. Et ça permettra en même temps de parler de cette traduction française, parce qu'à la base, moi j'ai fait toutes ces vidéos parce que personne ne les a faites en français, hein, tout simplement. Donc traduction là de Lucky, The Making of Moonless. Donc là, nous, ça va donner comment Moonless est apparu. Fear and Hunger, force à tous, à très vite.
Comment récupérer Enki dans Fear and Hunger? On va voir ça tout de suite avec le gameplay de Frappolo 94. Donc allez checker sa chaîne, il a pas mal de vidéos très intéressantes. Donc comment se veut Enki? On va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos qui sont sur cette chaîne et à vous abonner, pouce bleu. Donc il faut commencer à lui parler, donc tout simplement dans la librairie. Donc la librairie où on trouve pas le Mockbook, une autre librairie en fait où il est là et tout simplement aller lui parler, lui dire qu'est-ce qu'il y a et on peut continuer notre aventure tranquillement. Le Mockbook était un peu avant, hein. J'ai fait une vidéo dessus pour retrouver le Mockbook, n'hésitez pas à aller la regarder, ainsi que la vidéo pour comment trouver la petite fille. Donc on va aller tout de suite se battre contre le Yellow Mage, on conseille de commencer par un petit coup sur le bras droit, bras gauche et sur la jambe gauche effectivement. Et ça va nous permettre, donc en fait, de lui parler ensuite, effectivement. Il va falloir bien faire le bon enchaînement, je ne sais pas si vous jouez en français ou en anglais, mais faire le bon enchaînement, effectivement, de talk, donc là qui s'affiche sous l'écran, donc de paroles, lui dire les deux bonnes phrases, effectivement, voilà, et il va vous donner l'éclipse talisman qu'il faudra donner à Enki, et en lui donnant ça, ça permettra qu'Enki vienne avec vous. Attention, ne pas lui donner tout de suite le talisman, parce que si vous lui donnez tout de suite, il vous dit merci, et ça s'arrête là, donc c'est vraiment, c'est berserk, hein, ce jeu, vous lui donnez le talisman, il s'en bat les couilles, il vient pas avec vous. Donc d'abord, faut vraiment lui parler. Donc faire les petites lignes de dialogue et comme ça seulement ça permet de conclure un deal et qu'il vous suive. C'est vraiment moi ce que j'apprécie dans Fear and Hunger, hein, c'est qu'en fait vous lui donnez et vous dit oui. Et si vous faites ça, alors j'ai pas vérifié, c'est ce que dit Frappolo dans sa vidéo, mais effectivement je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, moi je vais sortir des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger parce que je trouve que ça manque en français, il y a quasiment que de l'anglais donc ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont vraiment pas de notion. Ou sinon c'est juste pas agréable. Donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Si vous revenez un peu après, effectivement, il est transformé en mariage raté apparemment. Si vous le prenez pas dans l'équipe, très facile à tuer. Ça ne posera pas de soucis. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre question, quelle vidéo vous souhaitez voir sur Fear and Hunger. Je les sortirai avec grand plaisir, effectivement. Et voilà, effectivement, apparemment, il y aurait 2 Enki. Comment optimiser son Dark Prêtre dès le début du jeu? Dès l'introduction, si vous avez déjà joué à Fear and Hunger, le jeu commence en vous demandant est-ce que vous souhaitez faire l'introduction? Bien évidemment, il faut la faire, car cette introduction détermine vos skills dès le début de la partie. Donc faire les bons choix dès l'introduction peut déjà vous donner un avantage sur tout le reste de la game. Donc, surtout avec un avantage comme on a vu pour le mercenaire sur une autre vidéo, avec le dash qui peut vraiment changer l'intégralité de votre partie. Ça vous permet aussi d'en apprendre un peu plus sur le lore du jeu. Donc là on apprend toute l'histoire du Dark Prêtre et on va avoir 2 choix pour commencer avec le Dark Prêtre. En haut, nécromancie, et si vous acceptez votre défaite, ça va être devenir le maître des insectes. La nécromancie est très utile, mais il vaut mieux devenir le maître des insectes, ce qui nous permettra derrière de débloquer le dash également. Le dash étant très utile, surtout si vous avez vu la vidéo sur le mercenaire. Donc là, on met quickly left, on part du temple pour débloquer l'alchimie volume 1 directement. On vaut mieux prier le dieu de la mort. Là, en fonction du dieu que vous allez prier, vous allez avoir l'affinité maximum avec ce dieu-là. Il vaut mieux, bien sûr, prier le dieu de la mort, hein. On joue le Dark Prêtre quand même, donc faut rester cohérent. Et en dernier choix, comme pour le mercenaire, vous pouvez choisir de soit stocker un item de soins, un item de nourriture. Il vaut mieux choisir Rush directement afin d'obtenir la compétence Dash. Je sais, c'est très contre-intuitif, j'ai fait beaucoup de parties où je stockais plutôt des items de soins et en fait il vaut mieux mettre Rush, ça vous permet d'avoir le Dash et vous voyez mon Dark Prêtre va beaucoup plus vite. On va aller voir ses compétences, vous allez voir qu'il a la compétence Dash qui reste une compétence très utile dans le jeu. Surtout pour aller récupérer le garde. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, une vidéo minimum par jour sur le lore de Fear and Hunger. Là on est plus à 4-5 vidéos par jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, et merci à tous pour le soutien. Comment battre le Dark Prêtre Enki dans Fear and Hunger? On commence par un petit sacrifice ici qui est vraiment juste pour le plaisir du sacrifice. Comment battre Enki le Dark Prêtre dans Fear and Hunger? C'est vraiment un combat qui est pas compliqué. Dans la salle des bibliothèques, où vous pouvez ouvrir les 2 bibliothèques ici, où il y a une porte cachée avec le mock-up book, tout ça, vous connaissez. Il y a Enki qui est posé à cet endroit-là, donc qui est encore le Dark Prêtre dans notre histoire, c'est pas encore Enki. Et en lui parlant, on peut lui demander ce qu'il fait là, il est pas très bavard. On peut aussi lui dire « Qui es-tu » Et là, il nous apprend que c'est Enki, nous demande si ça a nourri notre curiosité. Et on va pouvoir lancer un combat. Donc il va être assez agressif si vous continuez à lui parler. Bien évidemment, si vous le tuez là, vous ne pourrez pas le revoir en bas, bien sûr, et du coup, vous ne pourrez pas l'intégrer dans votre équipe. Hein. Donc il faut éviter de le tuer si vous voulez l'intégrer dans votre équipe.
Si vous préférez le tuer, et bah tout simplement, vous allez voir que c'est un combat qui est pas très dur. Je vous conseille d'abord de commencer par taper quand même un bras gauche ou bras droit, ou la tête si vous souhaitez le one shot. Mais si vous attaquez pas en premier, voilà ce qu'il va me faire. Non seulement il regagne sa vie, il me balance tous ces vers qui vont m'infecter et il va faire énormément de dommages dès le premier tour. Donc c'est un combat qui a sincèrement, je vois pas encore l'intérêt, je suis même pas sûr qu'il y en ait un, et je vois pas l'intérêt de faire ce combat comme ça en début de run. Au deuxième tour, il invitera un squelette avec la nécromancie, et vous voyez, il est très faible, 145, et il meurt directement. On va ramasser les objets qu'il a sur lui. À part si vous souhaitez récupérer un des objets qu'il a sur lui, pour moi le combat est pas plus utile que ça. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo tous les jours sur Firen.
Les gars, tout simple pour trouver l'Outlander sur Fear and Hunger. C'était un des derniers personnages qu'on n'avait pas vu. Avec le mock-up book, vous montez. Donc le mock-up book, vous connaissez maintenant. Hein, la vidéo, elle est disponible sur la chaîne pour le récupérer. Il y a juste à monter. C'est notre première rencontre avec lui qui est juste là. Explosive Vial en haut à droite. Et on va pouvoir le retrouver dans l'étiquette. Et ensuite, juste après, il va avoir envie de se joindre à notre partie. Il est caché juste là, tout simplement. On a vu comment bien commencer avec le mercenaire, on a vu comment bien commencer avec le Dark Prêtre, et là on voit comment bien commencer avec l'Outlander dans Fear and Hunger. Attention, ce jeu contient des scènes extrêmes de violence, de sexe, etc. etc. Toujours bien jouer l'intro est extrêmement important dans Fear and Hunger, je ne le répéterai jamais assez. Donc on commence avec l'histoire effectivement de l'Outlander qui lui cherche le garde afin de se venger. Le garde est en équipe avec la chevalière et ils auraient massacré toute sa famille, donc lui il veut se venger. On conseille, merci à Frappolo94, hein, je me suis vraiment inspiré de lui pour ces vidéos, lui il conseille plutôt de commencer avec l'arc et les flèches plutôt qu'avec l'épée. Donc on va suivre son conseil, on va plutôt commencer avec 5 flèches, du coup c'est 5 ou 3 flèches et avec un petit arc qui est fourni. Donc en choisissant la réponse du dessus, effectivement, et puis on peut bien sûr se douter que si la chevalière et Griffith, le garde, ont massacré sa famille, lui il veut se venger, et bien sûr c'est encore grosse référence à Berserk je pense. Donc là on peut avoir ce short et ces arrows, donc les flèches, hein, très très cool. On continue à en apprendre sur l'histoire de le garde. Donc là, il vaut mieux dévorer les camarades afin d'apprendre la compétence d'Ivour. Il me semble que ça rend de la vie ou que ça rend quelque chose quand on dévorera les monstres. Donc là, 2 choix encore qui vont se mettre à nous. Frappolo lui déconseille, il conseille de ne rien toucher, hein, c'est un peu drôle. Ne rien toucher effectivement. Et de finir avec le dash, donc chaque personnage peut avoir le dash, hein. Merci pour le petit commentaire, quelqu'un qui a commenté ça sous une des vidéos. Effectivement, chaque personnage peut avoir le dash, c'est pas juste le mercenaire comme je le disais, et donc là avec dash ça donne quand même un avantage considérable pour l'intégralité de sa partie. Vous voyez, je vais même sauvegarder ces paramètres et les enregistrer afin de faire une partie comme ça avec l'Outlander. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger.
Fear et Hunger te met la pression dès le début, il faut faire les bons choix à l'introduction, voici les choix optimaux quand tu joues le mercenaire. Donc tu as trois choix au début, soit être un voleur, soit être un cambrioleur, soit avoir une honnête vie. Voleur, ça te permet de voler, cambrioleur de lockpicking, donc de crocheter les serrures. Et honnête vie, c'est d'avoir des sous. Des sous, c'est pas une bonne idée, il faut prendre lockpicking, c'est le plus utile. Même si vol peut être utile, mais lockpicking permet de débloquer facilement le vol. Deuxième choix, il faut abandonner ses camarades pour prendre escape plan, qui est beaucoup plus utile que l'autre option. Et en dernier choix, c'est le dash, parce que c'est ce qui permet de rendre son personnage 2 fois plus rapide alors que les autres options, ça permet juste d'avoir soit un peu de nourriture, soit un peu de soins, donc beaucoup moins utile que le dash qu'on voit là effectué à l'écran. On voit que le perso va tout de suite beaucoup plus vite. Le perso va beaucoup plus vite, ce qui est vraiment, ce qui rend le jeu beaucoup plus agréable. Abonne-toi à Pouce Bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger. Bien débuter avec le mercenaire, donc je vais zapper l'introduction, mais effectivement tout se joue dans l'introduction. Pour avoir un personnage qui va plus vite, donc là mon personnage est équipé de dash, c'est ce qui fait qu'il va beaucoup plus vite, et en fait effectivement il faut mettre, donc c'est la dernière question, il faut mettre que vous courez vers votre mission, effectivement, plutôt que de stocker de la nourriture ou de stocker des soins, ça vous permettra d'avoir le dash qui fait que le mercenaire va beaucoup plus vite, et surtout quand vous commencez le jeu, c'est quand même très agréable d'avoir un personnage qui va plus vite pour découvrir un peu les environnements, les zones, ça fait un gain de temps précieux. Moi, ça a vraiment permis d'apprécier bien plus le jeu. Également, c'est un cambrioleur, ce qui lui permet d'avoir lost picking. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit gameplay, vous allez voir. Il va pouvoir ouvrir la cage de la petite fille sans même avoir besoin d'une clé. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo comment trouver la petite fille en moins d'1 minute. Donc effectivement, être un cambrioleur et avoir le dash, pour moi, ça permet quand même d'optimiser son mercenaire en début de partie. Ne marchez pas sur le clou, bien sûr, évidemment. Là, c'est un gameplay qui est là pour ça. Une vidéo par jour sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, effectivement, pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger. Rien que sur cet extrait, il y a pas mal de choses à dire, hein. C'est un extrait qui est super intéressant. Donc une vidéo par jour, abonnez-vous. Fear and Hunger guide comment trouver le mercenaire et trouver le levier qui vous permettra de descendre dans les mines. Donc sur ce garde, juste là, vous avez la clé de la cellule F3 qui va vous permettre justement de trouver le mercenaire, lui qui est enfermé dans une des cellules de la prison de Fear and Hunger. Et également d'activer le levier qui va vous permettre de descendre dans les mines. Je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires. Pourquoi j'ai pas l'ascenseur? Et ben en fait parce qu'il y a un levier à activer dans la prison. Derrière le garde qui a la grosse balise et derrière ce garde qui tient la clé de la cellule F3 où est retenu le mercenaire, vous avez juste en haut ce levier. Et en fait ce levier active l'ascenseur qui permet de descendre dans les mines. J'ai même vu, je crois, un youtubeur qui disait mais à quoi sert ce levier? Je ne sais pas. Là vous voyez, le Dark Prêtre n'a pas le dash et le personnage est beaucoup plus lent. C'est vraiment bien plus désagréable à jouer, mais j'avais envie de faire une run avec Nécromancie. Donc dans cette cellule, il n'y a rien du tout, à part un Lucky Coin, si je dis pas de bêtises. Mais bon, vous en avez déjà deux, bon, ça vous en fait un troisième. Et vous pouviez apercevoir le mercenaire juste sur la gauche. Donc on va aller le chercher tout de suite. Il va y avoir un petit combat contre ces affreuses créatures, très chiantes si vous avez un personnage. Facile à vaincre si vous jouez avec 3 personnages comme ça, il suffit de mettre 2 coups. Et on passe directement à la vitesse supérieure. On va aller libérer le mercenaire, un de mes personnages préférés dans Fear and Hunger, vous le savez, j'ai commencé avec lui. On va aller le chercher juste là. Oh hey, vous m'avez trouvé ici, Kaha est en attaque. Donc voilà, je vous laisse après les dialogues, désolé, tu vas être encore obligé de les mettre en 0.25 mon ref, je suis vraiment désolé pour ça. Sur ma run, je suis sorti juste en bas à gauche et le mercenaire est parti directement, il n'a pas souhaité poursuivre l'aventure, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Abonnez-vous, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger.
Vidéo 2 en 1 sur Fear and Hunger, comment trouver la chevalière d'Ers, et également un petit easter egg, il y a un dialogue secret lorsqu'on la trouve avec le garde dans son équipe, donc on va voir ça tout de suite. Elle se trouve dans la mine, elle est en train de se faire tabasser là par un petit mob sauvage, donc nous on va arriver en grand héros, le mob il suffit de lui couper le bras gauche et il ne représente plus un danger. Pour aller sauver Casca, effectivement, référence à Berserk, hein, le garde étant une référence à Griffith dans Fear and Hunger. Donc, personnage en plus très sympa qui est le personnage de la chevalière. Donc, on va aller la sauver en grand héros et regarder ce dialogue secret lorsqu'on a le garde dans notre équipe. Merci à Frappolo94 pour cette découverte, hein, franchement. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Merci beaucoup. Tu ne te rappelles pas de moi? Il me semble bien que c'est ça. Ah. Je ne crois pas, non, effectivement, le garde, oh mon Dieu, tu es encore vivant. Et le garde ne se rappelle pas d'elle, alors qu'elle a juré de protéger le garde, elle a juré sa vie pour la protection de le garde, donc elle va pouvoir rejoindre notre équipe, ce qui permet quand même de simplifier la suite de l'aventure sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger. Merci d'ailleurs des premiers retours qui font chaud au cœur, ça fait toujours plaisir, hein, parce qu'il y a quand même du boulot pour la réalisation de toutes ces vidéos. Abonnez-vous, pouce bleu, à très vite. Optimiser la chevalière dès le début de Fear and Hunger, dès l'introduction, très important de faire les bons choix au début afin d'optimiser son personnage dans l'introduction de Fear and Hunger. On a déjà vu le mercenaire, on a déjà vu l'Outlander et on a déjà vu le prêtre des ténèbres. Il manquait plus que la chevalière Casca pour finir la série, donc on va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, tous les jours des vidéos sur le lore de Fear and Hunger. Donc on commence l'introduction de la chevalière directement, on va en apprendre pas mal sur elle. Elle est venue sauver le garde, sûrement par amour pour Griffith, hein, si vous avez suivi Berserk. Le mercenaire, lui, il est venu ici pour voler et ramener de l'argent pour sa femme. L'Outlander, il est venu pour se venger parce que la chevalière et le garde ont tué sa famille et elle vient pour sauver le garde directement.
Donc là, au début, prenez la première option qui vous permet d'avoir l'attaque rapide, bien plus intéressante que la deuxième option, il s'agit de défense pour la deuxième option. Donc on a encore un peu de lore, effectivement. Deuxième question, très importante en plus, il faut bien mettre break directement. Si vous mettez la deuxième option, vous aurez seulement 20 pièces, et ça sert à rien de mettre 20 pièces, donc vous mettez break, ça va vous permettre d'avoir le dash. Et le dash est très utile, hein, je l'ai répété dans toutes les vidéos, le dash vous permet d'aller plus vite, et ça améliore quand même grandement votre run. Donc on a encore un peu de lore, effectivement, donc ça après vous pourrez le lire tranquillement, soit sur la vidéo en mettant pause, soit ça sera bien d'ailleurs sur la vidéo en mettant pause et vous faites replay pas mal de fois, soit sinon vous-même en faisant une partie, valait mieux prendre la deuxième option. Là j'ai pris la longue épée, en fait la deuxième c'est la lance, et la lance est plus puissante que la longue épée. Vous pouvez prendre l'épée hein, si vous avez envie de vous compliquer la vie comme moi, mais sinon prenez la lance qui est bien plus puissante. Et là il faut mettre rush, voilà, et comme ça vous avez le dash. Et là vous avez la chevalière optimisée, alors pas optimisée parce que là elle a l'épée, mais si vous avez pris la chevalière avec la lance, elle est optimisée. Abonne-toi, pouce bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger.
Aujourd'hui, on va voir comment récupérer Nas-Aha. Donc, je suis pas sûr pour la prononciation du nom, mais il me semble que ça se dit comme ça, le membre de l'équipe qui est complètement immortel, donc un personnage très utile lors des batailles. Effectivement, on va voir comment le recruter. À un moment, de toute façon, vous allez tomber dans l'espèce de zone qu'on vient de voir, effectivement, avec l'ascenseur. Si vous avez besoin de conseils pour accéder à cette zone, n'hésitez pas à m'en parler. On tombe sur le Yellow Mage, donc on commence par lui couper les bras afin d'éviter tout dégât en fait qu'il pourrait nous causer, hein, parce qu'il est vraiment dangereux ce Yellow Mage. Donc vraiment l'essentiel c'est de lui couper les bras et ensuite de faire le bon enchaînement de talk, de paroles, donc l'enchaînement qui va défiler sous vos yeux afin de récupérer un objet un petit peu spécial qu'il faudra donner à Nas-Aha. Donc effectivement, ça se ressemble, voilà, l'éclipse talisman, ça ressemble beaucoup à Enki dans la façon de le récupérer dans son équipe. Donc retour à la case départ, donc là évidemment récupérer le cube of the Death en même temps, n'hésitez pas à récupérer ce cube qui est très utile pour le reste du jeu aussi. Donc là vous voyez sa localisation, j'hésiterai pas à faire une vidéo plus détaillée si besoin. On revient dans le chemin du sang, un peu, je vais l'appeler comme ça, le Blood Pit. Et donc là, il faut faire chercher, mais plusieurs fois. Une fois, ça suffit pas. 2 fois même, ça ne suffit pas non plus toujours. Donc cherchez plusieurs fois. Et voilà, il vous dit qu'il a besoin de plus de sang pour le rituel. Donc il vient vous attaquer. Skill, on lui parle. Et on va lui donner directement le talisman Eclipse. Donc c'est l'Eclipse Talisman exactement, donc bien faire aussi la bonne combinaison de paroles au début pour pas avoir de soucis, il y a le gros monstre qui va arriver derrière lui, donc ça fait vraiment plaisir. J'hésiterai pas à faire peut-être des vidéos sur Fear and Hunger 2 aussi, Termina, j'en vois beaucoup passer dessus et le Fear and Hunger Termina me tente pas mal, donc je vais continuer à explorer Fear and Hunger premier du nom. Et je finirai par passer sur le deuxième. Celui-là, c'est un personnage qui est très apprécié parce qu'il est immortel et qu'en plus il tape fort. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear. Imaginez 2 secondes que vous êtes à votre première partie de Fear and Hunger, que vous vous promenez tranquillement en essayant de ne pas mourir lorsque vous tombez sur cette horrible pièce remplie de sang et de sang. Que vous êtes en mauvaise santé, que vous êtes désespéré de savoir est-ce que vous devez revenir en arrière ou avancer. Ce n'est pas une option. Vous commencez simplement à cliquer sur tout ce qui se trouve dans la pièce pour trouver des fournitures, lorsque, en cliquant sur un de ces murs, peu importe ce qui est dit, vous avez un mauvais pressentiment à ce sujet. Mais vous insistez, et puis vous insistez, et là, il apparaît une sorte de tête désincarnée, qui vous crie dessus et qui vous dit qu'il dormait. Il commence à se battre avec vous, en parlant, ne fait rien, parler ne fait rien, prier ne fait rien, vous ne pouvez rien faire contre la grande bête sombre qui approche lentement et vous êtes écrasé à mort. C'est ainsi que vous pouvez d'abord rencontrer l'homme sans tête qui vous tue et n'a aucun remords et avec ce rire stupide sur votre écran. Mais il existe un moyen de le mettre de son côté. Nous en parlerons plus tard, c'est une vidéo qui est dédiée sur la chaîne, comment recruter Nasra, ou Nashara. En tout cas, de toute façon, sur la chaîne, on a déjà vu comment recruter chaque personnage jouable de Fear and Hunger. Donc si vous suivez bien mes vidéos, vous savez comment le recruter. Nashra, un homme avec de nombreux titres. La peste du moderne, l'horreur de l'Est, le grand sorcier de l'Est, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais il n'est pas un membre normal, facilement recrutable dans Fear and Hunger. Oh que non, Nashra est important non seulement pour des raisons de tradition, nous en discuterons et nous avons déjà vu pas mal de choses là-dessus, mais il ne peut pas non plus mourir en le faisant. C'est un membre extrêmement formidable du groupe, parce que s'il meurt pas, vous imaginez à quel point il est puissant. Mais vous pouvez vous demander, qui est cet homme flottant, et pourquoi est-il si important pour l'histoire globale de Fear and Hunger? Parlons-en. On ne sait pas grand-chose sur les débuts de Nashra. Presque rien en fait. Tout ce que nous savons, c'est qu'il vient de l'Est. Ce que nous ne savons pas, nous ne savons pas grand-chose, à part qu'il a ses propres idéaux sur ce que sont et ce qu'étaient les dieux, et dans le fait qu'il est né à la fin des années 300. Il finirait par apprendre l'existence de la ville de Maarbre. Il atteindrait, d'une manière ou d'une autre, cette destination avec d'autres que nous avons appris qu'il méprisait et qu'il était monté à la divinité avec eux en l'an 410. Nashra et ce groupe de nouveaux dieux étaient parmi les premiers à être remarqués par les gens normaux, bien que le concept de nouveau dieu a toujours existé apparemment. On parlait à peine du fait que Nashra était apparemment une personne si cruelle et remarquable, ce qui a amené l'idée du nouveau dieu dans un nom familier. Les gens connaissent l'idée des nouveaux dieux et tout le monde sait qui est Nashra à l'époque. Il était connu comme le porteur du destin et de la terreur. Nous savons qu'il a également pris la position d'un nouveau dieu en trompant un ancien dieu des Lumières dans une bataille.
Les autres nouveaux dieux citent Nashra. Et Nashra n'était pas satisfait de ce que nous avons ici. Son esprit était faible, son corps était faible, et surtout, il ne pouvait pas résister à la pression que cet endroit exerce sur les gens sans raison. Et il avait l'habitude de tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin. C'est ainsi qu'il désirait passer ses journées au lieu de la vraie divinité. J'ai ici donc pensé que Nashra, au lieu de faire ce qu'il fait d'habitude, les nouveaux dieux décident de rester sur Terre et de tuer tout le monde. Les gens, je pense que cela n'est pas une exagération, car nous l'avons dit, Nashra déteste les nouveaux dieux et les nouveaux dieux le détestent. Il se lance des insultes tout le temps, donc il est possible qu'il n'ait sodomisé personne. Mais cela ne me surprendrait toujours pas. Le principal point à retenir ici est qu'il est le seul nouveau dieu qui n'est pas confiné à la grande salle. Si vous regardez mon aperçu général de tous les dieux, vous savez que lorsqu'un nouveau dieu perd son pouvoir et son influence, ou entre guillemets, meurt, il est envoyé dans cette grande salle pour apparemment l'éternité. Vous pouvez donc vous demander pourquoi Nashra est toujours sur Terre. Eh bien, je pense que c'est parce qu'il était influent et connu des gens qu'il a encore de l'influence. Cela ne concerne peut-être que quelques personnes, mais les gens savent qui il est. Généralement, le maïs jaune existe toujours dans les années 1940. Même, regardez Ossa. Donc le mage jaune existe toujours dans les années 1940, je pense qu'il y a une faute de traduction. Regardez Ossa. C'est juste la tête de canon, même si nous ne sommes pas sûrs à 100%. Sachez pourquoi le Nashra est toujours en vie et intervient sur Terre. Vous vous demandez peut-être qui sont les mages jaunes. Eh bien, ils sont ses étudiants, ou tout du moins des adeptes des enseignements de Nashra. Ils ont faim de pouvoir et ils utilisent une forte magie de destruction. Les Yellow Mages sont des mages généralement venant de l'Est, et contrairement à beaucoup d'occultistes occidentaux, ils n'adorent pas vraiment les anciens dieux en soi. Ils les utilisent plus ou moins pour leur propre programme. Ils utilisent généralement, mais pas toujours, la magie du dieu de la destruction Grogoroth, les éléments, et la croix d'ailleurs que Grogoroth est le plus vieux dieu, ayant le plus d'influence à l'ère moderne. C'est pourquoi ils utilisent sa magie, car elle est la plus puissante, et le fait que sa magie de destruction aide également au fil des années. Bien qu'elle soit lente, mais sûrement en train de mourir, ce qui peut signifier que Nashra peut également mourir lorsque son influence mourra, mais qui sait, pendant les événements de Fear and Hunger, Nashra est toujours en vie et actuellement, la tête dans les fosses de chair. Il a été réduit à cela par les autres nouveaux dieux. Sa façon de l'avoir est assez énervante. Vous devez trouver un de ces peuples dans les mines, trouver le mage jaune, puis lui couper soigneusement les bras pour qu'il ne puisse pas vous faire la même chose. Vous pouvez ensuite lui parler et lui demander qui il sert. Ils vous diront qu'il sert Nashra, et ensuite ils vous donneront un talisman d'éclipse. Ensuite, vous pouvez également trouver le cube des profondeurs. Vous devriez savoir comment l'obtenir si vous avez été fidèle à mes vidéos. Vous avez plus qu'à retourner dans les fosses de chair et à combattre de nouveau Nashra. Lors du combat, vous lui donnez le talisman d'éclipse et il va vous dire qu'il ne se soucie pas, il ne se soucie pas du tout que quiconque ait pu tuer n'importe lequel de ces pitoyables mages jaunes. Continuez donc à le combattre et à regarder votre mort en face. Puis, au dernier tour, il dira qu'il apprécie au moins votre courage. Il vous posera encore une question, et vous devrez répondre qu'il y a plus à trouver dans ces donjons. Il acceptera alors de rejoindre votre groupe. Je porte de très nombreux titres, mais vous pouvez m'appeler Nashra, le destin et la terreur de l'homme moderne. Je déteste l'idée qu'un asticot sans cervelle comme toi me suive partout en tant qu'élève, mais je pourrais avoir juste besoin de toi une fois que tu verras. Je dois détruire le règne des nouveaux dieux. Je veux déchirer, je veux les voir saigner alors qu'ils sont écrasés par la même arrogance qui les a aidés à accéder au pouvoir. Mais ma force n'est plus tout à fait la même qu'autrefois. C'est une erreur, et je pourrais t'écraser comme le ver que tu es. Mais pour faire ce travail, j'ai besoin de mon corps. Il devrait y avoir un moyen de faire exactement cela dans la ville antique qui se trouve au-dessous de ces ruines. Je veux que tu m'aides là-bas. Maintenant, c'est ce qu'il dira. Ceci, lorsque vous rejoindrez votre groupe, en faisant clairement ses intentions, vous ordonnez d'aller dans l'ancienne ville des dieux de Maarbre et de lui procurer un nouveau corps, et sinon, tuez tous les nouveaux dieux comme nous l'avons dit auparavant. Il est logique qu'ils veulent cela. Ils le détestent et ils les détestent. L'emmener avec vous est une excellente idée, car il ne peut pas mourir, il n'a pas faim, et ne subit aucun effet néfaste d'un esprit bas, à part de ne pas pouvoir lancer de sort à cause de cela. Il est l'un des meilleurs membres du groupe dans le jeu. À mon avis, son bouclier est quasiment invincible.
Vous avez plusieurs interactions que vous pouvez avoir avec lui avant d'arriver à Maarbre, comme essayer de lui faire l'amour, auquel cas il vous mettra en marche, feu où vous pourrez essayer de le sacrifier pour vous faire pour vous faire apprécier de Grogoroth, auquel cas il vous mettra en feu aussi. Vous pouvez essayer de tuer Grogoroth vous-même, auquel cas il sera incendié. Une fois que vous arriverez à Maarbre et sauter jusqu'à un laboratoire secret, où le laboratoire, il vous montrera comment créer un nouveau corps. Cela sera très utile plus tard pour tuer Shamra, donc le dieu tourmenté. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Je vous invite d'ailleurs à essayer de regarder tout ça sur la chaîne. Je vous propose justement, on a vu comment créer ce nouveau corps, je crois dans les faits les plus aberrants de Fear and Hunger, justement de regarder comment tuer le tourmenté et de regarder comment recruter Nashra, si jamais vous n'avez pas compris, parce que là effectivement on est plus dans une vidéo dédiée au lore. Il y a une vidéo entière comment recruter Nashra du coup sur la chaîne, et comme ça vous serez tranquille, vous savez que vous pourrez le recruter tranquillement. Petit aparté fait, on retourne à la vidéo. Il essaye d'abord de se créer un corps, puis se rend compte qu'il ne peut pas être à la hauteur du sien. Attends tes pouvoirs. Puis une fois de plus, il y mettra le feu, il aime bien tout brûler. Frustré, il vous dira d'aller simplement tuer les nouveaux dieux par la force brute. Comme votre groupe l'est maintenant, cela ne devrait pas être trop difficile si vous l'amenez sur le trône et montez après. Il sera étrangement silencieux après avoir tué tous les nouveaux dieux. Si vous essayez de monter, donc de faire l'ascension et de l'amener avec vous, il dira étrangement d'un endroit calme qu'il est déjà monté et que c'était une erreur. Les nouveaux dieux ne sont pas ce que vous pensez. Nous ne savons pas à 100% ce qui arrive à Nashra dans Fear and Hunger, à part qu'il survit dans sa tête. Quelqu'un l'a emmené dans le dieu des profondeurs et a essayé de combattre Grogoroth, au moins avant la fête avec la petite fille qui a rendu le dieu de Fear and Hunger. Arrivé là-bas et heureux de pouvoir Grogoroth, il est brûlé vif comme nous l'avons vu plus tôt. Il est également très possible que le garde ait quelque chose à voir avec cela, car à Termina, toute la raison pour laquelle il a dirigé Ossa est là, tuer le Kaiser, pour se venger. Je suppose. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être le brûler et lui couper les yeux, expliquant comment il est arrivé à cet état avec une tête brûlée sans yeux. Mais nous ne savons pas de quoi il s'agit réellement. Pendant les événements de Fear and Hunger 2 Termina, il a déclaré qu'Osaa s'était rendu aux ruines du donjon de Fear and Hunger à un moment donné, avant les événements du jeu principal. Et il a trouvé tout un tas de décombres. Osaa le libère et étant entre guillemets reconnaissant envers Nashra, le fait d'Osaa, son dernier élève, emmènera Nashra au festival de Termina, dont Nashra semble être au courant. Une fois que tout aura commencé, il dira quelques mots de choix sur certains des candidats et d'autres personnes, disant que Dan est un ver cachant des secrets et qu'ils doivent être déterrés, que Hoot est dangereux et qu'il faut le surveiller de près, que Marina est une enfant qui essaye de jouer avec la magie, que Olivia est une misérable bibliothécaire qui attend d'être dévastée, quoi que cela signifie, que Karine est une garce arrogante et un morceau de saleté, Henrik est un faible avec aucune caractéristique perceptible, et le chat de poche est un poil plus bien coincé dans votre gorge. Et le numéro 1 l'a rencontré plusieurs fois, et le N l'a rencontré plusieurs fois, avant de dire que le Kaiser est la raison pour laquelle il est ici. Le Kaiser est un bébé bâtard, et ils veulent que la seule fois où il se redressera, c'est quand il se baisse par derrière, ce qui est un dialogue classique avec Nashra. Il dit aussi qu'Ossa a un long pénis, ouais. Il va aussi étrangement se contredire et contredire l'histoire à plusieurs reprises. Alors peut-être qu'il est devenu fou, ou il n'en sait peut-être pas autant qu'il le prétend. Je ne suis pas non plus à 100% d'accord là-dessus. Une autre chose est que si vous jouez à Zos, vous pouvez parler à Dan des informations sur le dieu sulfureux que vous semblez connaître de Nashra, comme il le fera. Je vous demande pourquoi vous dites cela à Dan, ce qui signifie que Nashra est au moins conscient du dieu du soufre, quelque chose dont nous parlerons dans une vidéo qui lui sera concernée. Mais quelle que soit la fin qui se passe dans Termina, nous ne savons pas vraiment ce qui arrive. Nashra à Nashra pour le moment, car nous ne connaissons pas la fin canonique d'une fin B pour Osaa. Mais il le jette dans un lac, donc peut-être que c'est là que quelqu'un le trouvera dans Fear and Hunger 3. Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, d'après les créateurs, et les créateurs d'après le créateur, il n'en a pas trop parlé. Il ne l'a dit à personne de toute façon. J'apprécie vraiment beaucoup que vous ayez regardé cette vidéo, surtout si vous êtes encore là.
Il se peut qu'il y ait pas mal d'imperfections. N'hésitez pas à les proposer en commentaire si vous avez des améliorations, surtout intéressantes sur le lore ou pour améliorer la vidéo. Je suis sûr que j'ai raté quelques informations quelque part et je suis également au courant de tout son truc avec le royaume d'Edo, mais ce n'est pas important du tout, du coup je n'en ai pas parlé vraiment là. Je vous aime tous, merci beaucoup en tout cas pour les 1600 abonnés, bientôt 1600 abonnés, j'espère vraiment que ça va continuer, c'était une très belle vidéo sur Nashra, je trouve qu'on en a appris beaucoup plus, toujours inspiré là pour l'instant de PUGWR, hein. Big up à lui justement, très très fort, en plus je crois que PUGSR, pardon. En plus, je crois que c'est un petit collégien qui fait les vidéos en anglais, donc n'hésitez pas à lui donner un petit peu de force. PUGSR, n'hésitez pas à aller voir aussi sur ma chaîne. Là, on a vu, justement, là, on vient de voir vraiment le lore de Nashra. On a fait la même chose avec Moonless hier. Enfin, j'ai fait la même chose avec Moonless hier. Donc, si vous voulez aller regarder le lore de Moonless, il y a pas mal d'autres vidéos sur l'ascension, sur les brûlures de lune, sur qui est le garde. Donc, on commence vraiment à avoir quelque chose de pas mal. Enfin, on commence à avoir, vous et moi, mais j'ai fait quelque chose de pas mal sur cette chaîne. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez une question, un sujet en particulier que vous préfériez voir sur Fear and Hunger. J'essaye d'être réactif. Il y a les traductions aussi en français qui devraient arriver. J'ai reçu un commentaire très intéressant sur une traduction en français. J'hésiterai pas à vous en faire un short ou une petite vidéo. On se laisse là-dessus. Merci à tous. À très vite.
Et sur Fear and Hunger, on va récupérer la petite fille en moins d'une minute, donc très simple. Là, j'avais déjà préenregistré la run, vous allez voir, c'est très facile. Il y a un prérequis, c'est au début, dans l'introduction, il faut bien préciser qu'on va être un cambrioleur. Ça vous permettra d'avoir directement la compétence lockpicking, donc en fait, qui vous permet de crocheter la cage de la petite fille sans avoir la clé. Et ça, c'est très utile, donc il faut bien préciser, vous avez le choix au début quand vous êtes mercenaire entre être voleur, cambrioleur et je ne sais plus le dernier, avoir une honnête vie. Et ben il faut choisir cambrioleur. Donc là on rentre dans le donjon très simplement et on va pouvoir trouver directement la maison de la petite fille. Ça ressemble toujours à peu près à la même chose, enfin la maison, la cage, elle est enfermée juste là et voilà, avec lost picking, donc qui a un crochetage en fait tout simplement. On récupère la petite fille et elle part avec nous et ça nous permet de commencer l'aventure à deux en moins d'une minute. Donc c'est super cool, je pourrais vous expliquer plein de choses avec cette run, le dash, c'est pour ça que mon perso va très très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu et à 1000 vues, la suite, peut-être une vidéo par jour. Bisous à tous. Un de mes secrets favoris dans Fear and Hunger, c'est les objets qu'on peut donner à la petite fille. On utilise le mock-up book pour monter, la vidéo elle est disponible sur la chaîne, je vous laisse aller voir. L'Outlander va venir nous parler un petit peu, et à cet endroit-là, donc qui est l'endroit où les lapins se reproduisent en haut à gauche, et où on a l'explosivial à utiliser en haut à droite. Pour aller rejoindre le garde, on peut ramasser la dague. Ça va la donner automatiquement à la petite fille, elle va s'en équiper, et ça va lui permettre d'infliger des dégâts peu élevés, entre 20 et 30, mais ça lui permet quand même d'infliger des dégâts, ce qui peut être très utile au combat. Regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'on va également voir comment récupérer la poupée. Donc là, elle était déjà équipée des deux, je crois bien, sur cette run. On va les regarder. Donc il suffit d'aller dans la prison afin de pouvoir récupérer la poupée. Donc il y a plusieurs cellules dans cette prison. Une cellule qui nous permet d'actionner un levier afin de descendre dans la mine, récupérer Moonless, mais ça sera l'objet de prochaines vidéos. Une cellule où on peut récupérer un Lucky Coin et une dernière cellule où on peut récupérer la poupée afin de l'offrir également à la petite fille. Donc c'est un de mes secrets favoris sur Fear and Hunger, une vidéo par jour, abonnez-vous, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore et sur les secrets de Fear and Hunger.
Le jeune démon est peut-être le membre du groupe le plus obscur que vous puissiez obtenir dans Fear and Hunger, car vous auriez besoin d'un sort spécifique avant de pouvoir le faire. Vous devez donc apprendre le démon graine, qui s'obtient en obtenant 3 livres dans le donjon et en faisant la création de la vie en 2 livres, ou vous pouvez toujours utiliser un empty scroll en utilisant le sort sur un cadavre. Un bébé démon germera et deviendra un membre du groupe, mais il ne peut pas être contrôlé jusqu'à suffisamment de temps se soit écoulé dans le jeu pour qu'il puisse mûrir et devenir l'enfant démon. C'est peut-être le fils du personnage principal et un enfant méchant de nature virulente qui a le potentiel de devenir un grand guerrier, mais extrêmement fidèle à ses parents. Il fonctionne de manière similaire à la fille au combat et vous pouvez même l'échanger avec le Pocket Cat pour justement obtenir des objets. Son apparence unique ressemble beaucoup au Night Lurch, mais nous pouvons trouver un démon adulte mort à Maarbre qui nous donne la poudre de démon bleu, un objet unique qui restaure l'esprit du joueur. Le démon enfant, en fait, ne le sait pas. Ils ont des traditions supplémentaires. Le démon enfant ne le fait pas. Ont-ils des traditions supplémentaires dans le jeu, au-delà du premier jeu, montrant que la magie doit toujours être cachée au plus profond des donjons. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos sur Fear and Hunger. Démon enfant, le kit démon, c'est le membre du groupe le moins simple que vous pouvez recruter. C'est vraiment le plus dur à avoir. Il y a vraiment beaucoup d'étapes pour le recruter. Vous aurez besoin du sort graine de démon, acquis lors de la création du livre Life 2, écrit par donc Nostramus en utilisant un empty scroll. La première page du livre, elle se trouve dans la bibliothèque où il y a Enki. La deuxième page du livre se trouve dans la salle de Nostramus, dans les mines, et la dernière page se trouve à travers la porte de Mahabra, à gauche de la tour sans fin. Vous devez utiliser des graines de démon sur un cadavre de Night Lurch qui vous donneront ensuite le bébé démon membre du groupe, et après suffisamment de pas dans l'Overworld, le feront mûrir pour devenir le Kid Demon.